même si Poutine, c'est ce que dit le ministre de la Défense norvégien d'ailleurs, même s'il subit de fortes pertes sur le front, sa flotte du Nord, de cet extrême Nord, serait intacte et même voire en cours de développement. Dans les chiffres qu'on a pu là compulser, on voit que cette flotte, elle compte au moins 16 sous-marins à propulsion nucléaire, un type de missile hypersonique qui est appelé le Tsircon, c'est ça, qui peut voyager à 8 fois la vitesse du son. Oui. Cette flotte du Nord, c'est ce qu'il nous faut redouter aujourd'hui. Alors, oui, bien évidemment. Pour une raison très simple, en fait, la flotte du Nord donne à la Russie la capacité de la frappe en second. Très concrètement, d'accepter une frappe nucléaire, quelle qu'elle soit, américaine par exemple, et de répliquer. Il n'y a que les sous-marins nucléaires. Tout ce qui est à terre, en fait, peut être détruit instantanément grâce à la vision qu'ont les Américains potentiels de tous les sites de lancement. Donc en fait, la capacité des Russes à avoir de nombreux sous-marins nucléaires, quel que soit avec les missiles qu'ils ont en toute une série, ils ont toute la panoplie, ça c'est pas le problème. Mais le fait qu'ils puissent se retirer une deuxième fois, qu'ils aient en grand nombre, leur permet encore une fois de ne pas craindre éventuellement une première attaque. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que l'armement nucléaire, c'est pas une arme d'emploi. Là, on raisonne comme si c'était une arme normale, etc. Mais pas du tout. C'est une arme strictement politique. C'est qu'en fait, Poutine envoie un message politique. C'est la réponse, en fait, c'est la réponse à Trump. Trump, c'est l'histoire du dôme d'or, etc. Tout ça, ça perturbe. Donc aujourd'hui, on est dans une espèce on monte ses muscles. Mais vous allez voir que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, ça permet à Poutine quoi? Ça permet à Poutine de rétablir une espèce de relation bilatérale de chef à chef entre grandes nations. Et à partir de là, ils vont renégocier, vous verrez, en 2026, les accords futurs. J'entends vraiment, et je ne veux pas être dans la dramatisation, mais je pose toutes les questions. Mais le ministre de la Défense norvégien, il dit, dans ses mêmes propos, qu'il craint en gros que l'Arctique devienne un nouveau champ de bataille, un troisième champ de bataille, Russie, Ukraine et l'Arctique. On a notre chef d'état-major, c'est ça des armées, qui dit il y a quelques jours, l'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans. Donc ces déclarations-là nous donnent l'impression que quelque chose, qu'on n'est pas dans le déclaratoire ou dans le déclaratif ou seulement dans la dissuasion, mais quelque chose de concret qui nous attendrait. Alors c'est pas seulement l'Arctique, l'Arctique c'est les distances, parce qu'en fait la distance qu'il y a entre la Russie, Kola par exemple, et les États-Unis, l'Alaska, le Canada, etc. En gros 10 000 km. Je ne rentre pas dans les détails. Donc toute la missilerie, je dirais stratégique aujourd'hui russe est capable de tirer sur les États-Unis à partir de la région de Kola. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, encore une fois, moi je crois qu'il faut pas partir, si vous voulez, faut pas aller trop vite. Encore une fois, on découvre que les Russes ont développé de façon extrêmement intensive. Ils ont investi énormément, si vous voulez, dans la partie missile. Ils sont extrêmement qualifiés. Alors qu'aujourd'hui, les Américains sont moins bons. Qu'est-ce qui reste aux Américains? Il reste le Minuteman, qui est un missile qui date de centaines d'années. Donc il y a un décalage. Et ce décalage est perturbant. Et ça, c'est une carte maîtresse de Poutine. Poutine va jouer cette carte maîtresse. Et dans les discussions, dans les tensions qu'il y a autour de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on voit bien que Poutine il dit, écoutez, ne bougez pas un cil, parce que moi, laissez-moi faire sur l'Ukraine. Et à partir de là, si vous bougez un cil, je peux éventuellement vous menacer. Les Américains ne sont pas capables aujourd'hui, encore une fois, de résister à une attaque russe, bien évidemment. Mais je reviens sur les mots. L'Arctique, nouveau champ de bataille potentiel. En tout cas, il faut tout faire pour s'en prémunir, ça devient concret? Oui, c'est normal, il y a une part de logique, c'est un discours, une déclaration préventive, et elles sont légitimes en soi. Mais en même temps, effectivement, je pense que la portée, pour le coup, à la fois des mouvements que vous avez évoqués et de la communication des Russes autour du super missile, la portée est d'abord et avant tout politique. Il s'agit à la fois d'affirmer le statut exceptionnel de la Russie comme première grande puissance nucléaire au monde, si on prend en considération les stocks de missiles nucléaires à sa disposition, et de l'autre, sa capacité, alors pas forcément dans la pratique, mais en tout cas à neutraliser les velléités occidentales d'interventionnisme dans le conflit ukrainien. Et là, pour le coup, on retrouve un schéma communicationnel qui est présent depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous aurez remarqué comment rapidement Vladimir Poutine a mobilisé le champ lexical autour du nucléaire, qu'il soit civil d'ailleurs ou militaire. Rappelez-vous les batailles autour, voire pratiquement à l'intérieur de certaines centrales nucléaires ukrainiennes prises par les forces russes ou défendues par des forces ukrainiennes. Il y a eu un moment de tension tout à fait légitime là aussi, mais pour le coup, les Russes savaient ce qu'ils faisaient. Encore une fois, peut-être que le ministre de la Défense, il est aussi dans un jeu de communication et politique, de réveil des consciences, mais oui. Au-delà des mots, lui, il dit que tout ça peut devenir très concret. Claire Cambier, par exemple, le ministre de la Défense norvégien, il dit que là, on est sur une zone de ravitaillement militaire
très concrète. Et il dit que Poutine veut priver concrètement ses alliés de ravitaillement, d'aide, de soutien dans la zone transatlantique, contrôler la zone, pas seulement pour le pouvoir, mais parce que dans les faits, il veut pouvoir stopper nos capacités, nos ressources. Il alerte contre une potentielle rivalité avec l'OTAN, mais comme vous l'indiquiez, je pense que ce qui est intéressant aussi avec cette zone, c'est qu'on est au bord de l'Arctique. Et l'Arctique, il faut se préparer à avoir des affrontements dans cette zone, parce qu'avec le réchauffement climatique, il va y avoir des routes marchandes qui vont s'ouvrir. Et il n'y a pas que la Russie qui se positionne très très sérieusement sur cette zone. Il y a aussi les États-Unis, avec, vous vous souvenez de Trump qui voulait annexer le Groenland. Le Groenland où il y a par exemple 10% des ressources en eau de la planète, ce n'est pas rien. Il y a aussi des hydrocarbures, il y a aussi des minerais en Arctique. Et il y a évidemment les Chinois qui se positionnent actuellement sur cette zone avec les fameuses routes de la soie polaire qu'ils veulent mettre en place. Donc que ce soit une zone de rivalité, ça je l'entends complètement. Qu'il y ait ici la rivalité avec l'OTAN, je pense que là, le ministre de la Défense norvégien demande évidemment à se préparer, à ce que les différents États européens puissent être à niveau, parce que pour le moment, au niveau défense, l'Europe n'y est pas. Bruno Combis, je viens vers vous dans un tout petit instant. Je voulais juste rester sur cette question avec le colonel. La fonte des calottes glaciaires va aggraver la situation ? Bien évidemment. Les bateaux, comment dire, peuvent quasiment transiter quasiment 6 mois de l'année. Maintenant, c'est incroyable. Maintenant, il y a un point qui est très important. Pourquoi il y a une montée en pression vers Kola et la mer de Barents ? Parce que c'est l'effet miroir par rapport à la mer Baltique. La mer Baltique, c'est une mer otanienne. On voit bien que c'est le contrepoids immédiat que Poutine met en place pour contrebalancer ses forces. C'est logique, c'est la stratégie. Donc c'est logique, il ne va pas se laisser coincer et dans le nord et dans le sud. Donc là, il prend un temps d'avance. Et aujourd'hui, ces Américains, les Occidentaux, les Norvégiens qui disent très concrètement, on a un problème parce qu'aujourd'hui, les Russes montent en puissance dans le Nord. Alors Bruno Combis, je reviens vers vous. Quand on met en bas de l'écran, nucléaire en Arctique, le 3e champ de bataille, on est dans un excès de dramatisation ? D'abord, c'est pas complètement nouveau. L'Arctique a toujours eu un fort enjeu stratégique pendant la guerre froide en particulier. Il y avait déjà de nombreux missiles, il y avait déjà les bases de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, puis les bases de sous-marins nucléaires d'attaque. Donc c'est pas nouveau et ça fait plusieurs décennies que les Russes y exploitent des brise-glaces pour pouvoir avoir une route commerciale qui passe au nord. Mais c'est vrai qu'avec les enjeux stratégiques internationaux dont on voit qu'il y a de plus en plus d'enjeux tendus, avec des tensions, des zones de conflit, eh bien cette zone devient aussi de plus en plus conflictuelle et de plus en plus stratégique. Et pour le commerce de la Chine, la route du Nord est aussi importante, par exemple. C'est plus court pour beaucoup de destinations que de faire le tour par le sud de l'Afrique. Et donc cette zone est en train de se développer à la fois sur le plan des ressources qu'elle peut apporter, sur le plan comme route commerciale, stratégique, et puis il y a l'aspect militaire, bien sûr, avec cet armement qui augmente. On a eu une période d'augmentation avec la guerre froide du nombre de têtes nucléaires, du nombre de lanceurs, puis une période de réduction parce que la guerre froide était un peu moins prégnante. Et donc on a aujourd'hui une sorte de réveil des tensions qui fait que de nouveau cette zone devient d'autant plus tendue et stratégique. Mais sommes-nous inertes ? Est-ce qu'on est passif ? Est-ce qu'on se laisse faire ? J'ai vu qu'il y avait eu un lancement d'essais navals allemands et de torpilles et de missiles dans la région, par exemple. On se remue un peu, concrètement parlant, on montre qu'on est là, qu'on a conscience de la situation ? Moi, je perçois, notamment dans les prises de position des pays scandinaves, qui sont quand même au premier sur le front, si j'ose dire, une manière aussi de mobiliser des États-Unis présidés par un Donald Trump qui est quand même dans une relation pour le moins équivoque vis-à-vis de l'OTAN. Il y a aussi cette donnée qui est très importante, c'est-à-dire que l'OTAN, concrètement, dépend de la puissance états-unienne. Donc si Donald Trump n'est pas conscient, notamment de ce type de discours et de ce type de menaces, l'OTAN restera impuissante. Donc il faut mobiliser non pas les Européens d'abord et avant tout, mais je pense d'abord et avant tout la Maison-Blanche. Et là, il y a un vrai enjeu politique et de communication. Et c'est en cela aussi que je trouve ces prises de position importantes. C'est une manière de rappeler les États-Unis à leur responsabilité de leadership au sein de l'OTAN. Colonel, est-ce que concrètement,
on se protège ces derniers temps? Est-ce qu'on protège bien, suffisamment cette zone-là? On parle effectivement beaucoup, nous, de la Baltique. Cette zone-là, c'est un peu un angle mort dans nos débats. Est-ce qu'on est très présent? Le même ministre norvégien assure que c'est potentiellement même la surveillance la plus importante de l'OTAN qui est en réalité concentrée sur cette zone. Alors c'est normal, le Norvégien, il est concerné. Kola, c'est sa frontière. Donc oui, bien sûr. Il est quasiment à côté. Donc là, pour le coup, il sonne la sonnette d'alarme. Oui, mais il raconte des cracks, quand il dit que c'est la surveillance de l'OTAN potentiellement la plus importante aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement, britannique et américain. Lorsqu'on a une vision du monde par le nord, qu'est-ce qu'on voit? On voit le Groenland, on voit au sud le Canada, l'Alaska, et puis évidemment, les États-Unis et le Groenland. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit les États-Unis et la Russie et la Chine. Donc bien évidemment, c'est une zone de confrontation, d'autant que le Groenland fondant, c'est une zone de transfert, une zone de transit. Donc bien évidemment, ça va se développer. Maintenant, je rejoins totalement. Aujourd'hui, les Européens, ils jouent leur rôle, leur jeu dans leur mer d'approche, l'Atlantique, la Méditerranée, accessoirement l'Indo-Pacifique, comme on dit. Aujourd'hui, il n'y a que les Américains aujourd'hui qui sont très concrètement présents. Maintenant, qu'est-ce qui est très intéressant? La géographie commande. On voit très bien que Poutine, il joue une carte maîtresse là. C'est quoi? C'est la relation qu'il a avec la Chine. Parce que dès lors qu'il a une relation qu'il bétonne, il va bétonner le flanc est de la Chine. On voit bien quand vous regardez une carte. Donc bien évidemment, pour les Américains, c'est très compliqué à gérer. Parce que vous avez deux superpuissances nucléaires face à eux. Alors encore une fois, c'est pour ça que, rappelez-vous, le premier discours de Trump en janvier 2025, c'était quoi? Il a parlé du Canada le premier. Parce que le Canada l'intéresse directement. Alors bien sûr, il a une vision qui est tellement particulière. Mais n'empêche que le Canada, c'est la frontière qu'il a avec le Groenland et avec la Russie. Donc très concrètement, là, il y a une carte qui va se jouer. Et Poutine la joue. Il la joue politiquement avec les Chinois. Il la joue stratégiquement avec son armement nucléaire et sa marine. Bruno Combi, selon vous, comment on doit réagir dans cette zone-là? Disons que l'Europe s'était peut-être un petit peu endormie depuis quelques décennies sur ce sujet. Il y en avait beaucoup de pacifistes en Allemagne, la Norvège, la Suède, la Finlande qui a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'invasion des Russes. Et donc, ils ont ce souvenir encore cuisant. Ça allait mieux avec la détente, la fin de la guerre froide. Et maintenant, voilà que les tensions reviennent. Donc, on comprend bien que nos amis suédois, finlandais, des pays baltes et les Norvégiens sont inquiets parce que ce sont eux qui sont aux premières loges dans ce cas. Et ils voient se développer à leur porte un arsenal à la fois classique et nucléaire, à la fois maritime et terrestre, et des rampes de missiles qui sont juste de l'autre côté de la frontière, qui les menacent directement. Donc c'est normal qu'ils soient inquiets, et l'Europe, dans ce cadre, doit se ressaisir de manière à se réarmer après avoir été peut-être un petit peu plus naïf, ou en tout cas relâché pendant un certain temps. Merci beaucoup Bruno Combi d'avoir été avec nous.